Bonjour et bienvenue à ce 1e rendez-vous d'Objectif 2023 qui reçoit pour vous sur ces plateaux Maître Jacquemin Chabani, avocat, ancien secrétaire général de l'UDPS et actuellement président de la commission électorale permanente du parti présidentiel. Bonjour Maître. Bonjour Madame. Bienvenue dans Objectif 2023. Merci à vous pour l'invitation. Alors, les réformes électorales, par quoi devrait-on commencer? Bon, c'est déjà une satisfaction pour nous tous que la question est inscrite dans l'agenda de l'Assemblée nationale. La commission PAJ travaille là-dessus. Je crois que nous tous nous attendons le retour des travaux de cette commission parlementaire pour savoir exactement qu'est-ce qui a été identifié. Je suis d'avis que le plus important est que la classe politique dans son ensemble, et surtout l'actuelle majorité, l'Union sacrée, puisse trouver un consensus essentiel, un consensus profitable à toute la nation, pour permettre à ce que ce dossier avance. C'est un dossier extrêmement urgent, qui a mis de l'huile sur le feu, je m'excuse, lors des sessions précédentes de l'année passée. Nous sommes maintenant en 2021, le temps presse. Donc effectivement, il y a des urgences parce que cela est le fruit des multiples réclamations, revendications des différents participants au processus électoral de 2018, chacun avec ses revendications. Mais nous sommes une nation et il faut primer sur un consensus acceptable par la grande majorité pour nous permettre d'avancer parce que le temps aussi n'est pas avec nous. Nous sommes déjà au mois de mai 2021. Nous avons une exigence constitutionnelle qui voudrait à ce que, à la fin du mandat du président de la République et des élus du peuple en 2023, des élections puissent s'organiser dans les délais constitutionnels. Donc nous attendons les données qui viendront de la PAJ. Il y a énormément de choses discutables sur le processus électoral et sur les réformes à faire, à débuter par le recensement des électeurs, la liste électorale qui a toujours posé problème. Il faudra arriver à ce qu'on puisse identifier ces électeurs de la façon la plus responsable, de manière à ce que tous les concurrents, mais aussi les électeurs, soient rassurés que cette liste, ce nombre donné, non seulement au niveau national, mais à travers les différentes circonscriptions, puisse rassurer les uns et les autres. Identification des électeurs. Par la suite, les revendications aussi sur le dépôt des candidatures, la constitution des dossiers des candidats, le choix par exemple des suppléants. Nous avons vu une multitude de candidats venir avec des listes familiales, qui a son fils suppléant, qui a sa femme suppléante. Nous avons vu des candidats être candidats non seulement à la députation nationale, mais après qu'ils reviennent toujours avec une liste familiale à la députation provinciale, et après qu'ils reviennent encore au sénatorial. Et au finish, nous avons dans les différentes assemblées une dynastie familiale qui va quelque peu en contradiction avec tous les principes de représentation démocratique de ce que notre peuple recherche à travers ces assemblées. C'est des questions sur lesquelles il faudrait arriver qu'on discute en toute responsabilité et qu'on trouve un consensus qui puisse permettre à ce que dans cette lancée que notre pays a pris depuis son indépendance et qui est encore venu avec beaucoup de vigueur à la veille de la conférence nationale souveraine, avec le dialogue intercongolais, qu'ensemble nous puissions renforcer. Et nous puissions mettre sur pied une réelle démocratie et une démocratie satisfaisante pour tous les Congolais. Et cela va se faire à travers, dans cette partie-là, à travers ces réformes. Alors, vous l'avez relevé tantôt que la proposition de loi modifiant et complétant la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI a été renvoyée à la commission PAJ. Mais justement, comment l'évaluez-vous?
La proposition de loi de l'honorable actuel ministre des Affaires étrangères, le distingué M. Lutundula, c'est un bon projet. C'est un bon projet qu'il faut amener, qui est maintenant sur la table, qu'on a évité pendant plusieurs années, plusieurs mois à plusieurs sessions, sur lequel le peuple s'est exprimé à travers des manifestations qu'on a connues l'année précédente. Je l'évalue positivement. Mais nous sommes de ceux qui sont satisfaits du fait qu'actuellement il est inscrit à débat. Et c'est un débat parlementaire qui va se faire au niveau de l'Assemblée, un débat des responsables, qui doit se faire en toute liberté, en toute démocratie. Moi, personnellement, j'ai cette inquiétude des délais de temps. Oui, ça traîne quand même. Voilà. Donc ici, je me permets d'interpeller nos élus, les honorables députés, pour que cette question aille le plus vite possible. Alors que 2023 avance à pas des géants. Exactement. Et je crois que tous les techniciens en matière électorale sont comme moi, quelque peu inquiets par rapport à cette question de timing. Mais quand est-ce qu'il y aura effectivement le premier signe de ces réformes? À partir du moment où nos élus du peuple videront au niveau de la Chambre basse ce travail, ces discussions des réformes, je crois que ces réformes vont nous amener à la question du renouvellement du bureau de la CENI, que nous attendons tous. Et lorsque nous aurons fait cet exercice, qui est un exercice, c'est vrai, qui engendre énormément de responsabilités, parce que c'est ce nouveau bureau qui va nous amener aux prochaines élections, mais qui en fait, au-delà des agendas et des tensions politiques, si on le fait en toute responsabilité, ce sont des exercices qui peuvent se faire en quelques jours. Mais qu'est-ce qui serait la base de ces points de blocage peut-être ou lenteur par rapport aux avancements de ces réformes? Je crois qu'il faut arriver à estimer que pour le moment, une certaine majorité des personnes concernées, classe politique, société civile, mais principalement aussi nos élus du peuple, sont arrivés à la conviction qu'il fallait d'abord conclure avec les réformes et par la suite entamer la question du renouvellement du bureau de la CENI. Donc nous pouvons être satisfaits parce que la question est inscrite. Il est maintenant question que la PAJ vide son travail en commission, que le président de l'Assemblée nationale et son bureau fixent dans le calendrier des plénières cette question à débat. Et en quelques temps de débat, parce que je crois qu'il faut arriver à estimer que la nouvelle majorité Union Sacrée, qui est la nôtre, a déjà eu des idées suffisamment claires sur ces questions. Et la cohésion de cette majorité va nous permettre d'aller assez rapidement. Donc vous ne devez plus tarder parce que vous avez la majorité tant recherchée jadis, non? Oui, c'est ce que je viens de dire. Maintenant, c'est de la responsabilité des élus du peuple. Je ne suis pas dans cette assemblée. Bien. Christophe Lutundula, auteur de cette proposition dont nous faisons mention tout à l'heure, a surtout insisté sur les caractères indépendants et impartial de la Commission électorale nationale indépendante. Est-ce cela possible et à quelles conditions? Cela est possible et pour moi, cela est un impératif. Parce que cette commission est dite indépendante. Cela est possible à partir du moment où nous, politiques, nous arrivons à comprendre qu'il le faut. Le Congo a derrière lui, au lendemain du dialogue intercongolais, 3 cycles électoraux. 2006, 2011 et 2018. Je crois que nous tous, nous pouvons arriver à tirer les leçons de ces 3 cycles. Les acquis, les méfaits, les inconvénients, et comprendre que ce pays a besoin d'aller de l'avant. Entre autres, l'une des grandes difficultés que nous avons connues à chaque fois que nous approchons d'un processus électoral, c'est la méfiance non seulement des électeurs, mais encore plus des candidats. Des partis politiques, de la classe politique, c'est la méfiance qu'elle a envers cette organisation citoyenne d'appui à la démocratie à travers ses animateurs.
Donc, nous pouvons arriver aujourd'hui à réaliser cela ensemble et à se dire que dépolitisons cette organisation. Le moyen le plus direct pour la dépolitiser, c'est de se convenir que seuls les techniciens, membres de la société civile, animeront cette structure. Ça sera déjà... Donc c'est l'un des moyens pour éviter cette méfiance de la population, la dépolitisation? Ce n'est pas tout, ce n'est pas le tout, mais je crois que ça sera déjà un grand signal. Si dans la majeure partie de l'opinion nationale, des acteurs même politiques, nous arrivons à une CENI à travers ces animateurs qui, rien que par l'écoute des personnalités, le nom des personnalités qui l'animent, y trouver une certaine confiance, je crois que ça va nous permettre d'aller de l'avant. Mais au-delà de cela aussi, il y a beaucoup d'autres choses à revoir. Cette proposition veut qu'hormis les bureaux et la plénière de la Commission électorale nationale indépendante, qu'ils soient institués et composés de membres autres que ceux du bureau et dirigés par un secrétaire permanent et un secrétaire permanent assistant. N'est-ce pas encombrant? Oui, je ne crois pas qu'il faille nécessairement alourdir le mécanisme de fonctionnement de notre structure électorale de la CENI. Je ne crois pas. Je crois que il y a beaucoup plus eu une crise d'hommes. Et si nous arrivons à travers les réformes que nous mettrons en place, comme par exemple sa dépolitisation, si nous arrivons à identifier les bonnes personnes, des acteurs de la société civile qui n'ont pas une étiquette politique, qui n'ont pas un passé politique, qui ne sont pas partisans. Vous ne pensez pas que quand ils seront là, ils seront influencés, non? Nous sommes tous influencés d'une manière ou d'une autre dans tout ce que nous faisons dans la vie. Mais certaines missions républicaines devraient nous permettre, et c'est dans l'encadrement, la façon dont on la met en place, à avoir une certaine indépendance, parce qu'après la vie continue. Et je crois que notre pays est en train de vivre cela. Aujourd'hui, nous avons des anciens présidents de la CENI qui sont aujourd'hui parmi nous. Certains parmi eux peuvent se poser des questions, certains parmi eux peuvent regretter certains actes qu'ils ont posés. Ça sert d'indicateur aux nouvelles générations et je crois que cela va servir pour l'avenir. Donc, si on arrive à identifier dans ce pays, il y a des techniciens dans la société civile, des techniciens en matière électorale, si on arrive à les identifier, à leur donner cette responsabilité, ils savent aujourd'hui de quelle manière non seulement l'opinion nationale est très regardante sur le travail que fait la CENI, ils savent aussi que l'opinion internationale aussi suit cela de près. Ils connaissent aujourd'hui des conséquences de certains actes mal posés par certains autres animateurs de ces structures et où ils en sont aujourd'hui. Je crois que toutes ces leçons-là peuvent nous permettre à ce que, si on met les bonnes bases, les prochains animateurs de la CENI aient une attitude responsable en sachant qu'ils ont un avenir, une carrière à préserver. Et cela pourrait se faire dans les délais? Les délais aujourd'hui, comme je le disais, nous sommes au mois de mai 2021, donc on peut considérer que l'année 2021 est presque derrière nous. Les délais sont très... nous sommes sous pression en termes de calendrier. Mais dans tout ça, il y a la volonté politique, le vouloir et la dynamique dans laquelle on se met. Est-ce que la volonté politique y est? Oui. Elle y est. Je crois que le simple fait d'identifier que le Parlement inscrit la question dans son calendrier de session de mars, il faudrait qu'avant la fin de la session, ça soit vidé. Donc aujourd'hui, on peut leur donner ce crédit-là. Lorsque vous suivez, vous analysez le programme du gouvernement, le discours du Premier ministre Sama Lukonde, vous réalisez que cela est pris en charge d'une certaine manière. Donc on va y arriver. Et pour la loi électorale, qu'est-ce que souhaiteriez-vous qu'on opère comme réforme?
Bon, il y a énormément, il y a énormément de réformes. Hein. Oui. S'il faut les étaler, c'est plus qu'une émission. On a décrié beaucoup de choses. Par exemple, je parlais tout à l'heure de l'identification des candidats. La question ensuite du contentieux judiciaire nous a sérieusement posé problème. Je peux vous dire que dans mes activités professionnelles d'avocat, je suis surpris d'avoir dans mon cabinet, aujourd'hui, au mois de mai 2021, un contentieux électoral pris en charge par les juridictions de la République. Tout ça, c'est effrayant. C'est effrayant de savoir qu'au-delà de la CENI, nos juridictions peuvent faire d'un candidat malheureux. Il peut peut-être avoir d'une certaine manière certains éléments qui prouvent qu'il a des voix, mais on est arrivé à faire de nos juridictions, à leur donner le pouvoir, la capacité de proclamer des candidatures. C'est des questions sur lesquelles il faut... Donc la priorité serait quoi, selon vous? Non, sur ces questions-là, dire qu'il y a priorité, je ne crois pas. Il y a énormément de problèmes. Mais la priorité des priorités, c'est qu'ensemble, nous devons réaliser que nous avons une constitution qui nous donne une exigence d'organiser des élections dans un délai. Donc la priorité pour nos élus, c'est d'arriver à produire un travail au cours de la session de mars, de manière à ce que nous ayons un nouveau bureau dans les jours qui viennent, de manière à ce que ce nouveau bureau, une fois qu'ils iront en retraite, comme cela a été fait pour les autres bureaux de la CENI, puisse nous produire un calendrier sur lequel, au moins, on aura une visibilité de l'organisation du prochain scrutin. Alors, faut-il garder et inchanger le mode des scrutins de gouvernance des sénateurs? Vous voyez, c'est des questions qui font débat, mais c'est des questions extrêmement dangereuses. Parce que c'est des questions qui touchent à la Constitution. Et il faut pas oublier que dans notre Constitution, il y a des articles verrouillés en termes des questions de souveraineté, des droits et des prérogatives des provinces. Donc moi je crois que ce sont des débats qu'on pourrait faire en termes de projection. Et ici, il faut aussi arriver à analyser que les réformes pour améliorer notre processus démocratique, partant des constats des faiblesses des élections de 2018, de 2011 aussi, et même de 2006, le législateur devrait se donner la peine lorsqu'il intègre l'exigence constitutionnelle de la fin du mandat et de la nécessité d'organiser les élections dans les délais. Nous pouvons postposer les réformes. Nous pouvons faire des réformes pour améliorer le processus avec des élections dans le délai constitutionnel. Nous pouvons aussi réfléchir aux élections 2028. Et là, on intègre toutes ces questions brûlantes, toutes ces questions complexes qui touchent à la Constitution, qui nous demandent de faire des réflexions approfondies sur des questions qui touchent à la souveraineté des provinces. Parce que changer le mode d'élection des gouverneurs et des sénateurs va poser des problèmes sur la responsabilité qu'ils ont face aux assemblées provinciales. Donc, certains observateurs souhaiteraient d'ailleurs que le chef de l'État nomme lui-même ses représentants au niveau des provinces. Pensez-vous que cela pourrait faire l'affaire? Ça touchera encore à des articles verrouillés de la Constitution. C'est des longs débats. Il faut appeler à référendum. Est-ce qu'on a les moyens d'aller à un référendum avant les élections de 2023? C'est des questions énormes. C'est pour ça que je dis que je suis d'avis, moi, personnellement, que nos législateurs peuvent réfléchir dans un premier temps sur les élections 2023, comment y aller de la manière la plus responsable et acceptable par la grande majorité de l'opinion nationale. Mais ensuite, comme il y a des questions qui posent extrêmement des problèmes,
et qu'il faut régler parce que, bon, une constitution, elle est passée par référendum, c'est nous qui l'avons acceptée. D'ailleurs, nous, l'UDPS, nous l'avions boycotté, mais c'est le peuple dans son ensemble qui l'avait accepté. On peut reposer la question au peuple, et ça, pour ne pas perdre du temps, ces réformes-là, on peut les postposer pour après 2023. En attendant, on garde le mode de scrutin tel qu'il est. On l'améliore là où il faut l'améliorer. Bien, il y a certains, vous suivez certainement les infos, vous savez ce qui se passe au niveau des provinces, d'institutions ça et là, d'échéances. Alors, lors du récent Conseil des ministres, le chef de l'État a invité le ministre, les VPM de l'Intérieur, avec la CENI, d'organiser les élections dans ces provinces à problème. Mais avec quelle CENI? Mais nous avons une CENI. Avec les mêmes animateurs? Mais ils sont là. À moins que nous sommes en pleine session parlementaire, à moins que notre Assemblée arrive à vider ces questions-là assez rapidement. Le président, lorsqu'il instruit le vice-premier ministre de l'Intérieur, il ne lui dit pas faites ça demain, faites ça la semaine prochaine. C'est une instruction. Le temps de saisir la CENI est une structure qui va aussi faire part des préalables pour l'organisation de ces élections, mais ces élections doivent s'organiser parce que ces provinces n'ont pas de gouverneur. Certaines provinces ont plus de 6 mois avec un intérimaire et ce n'est pas normal. Donc ces élections doivent s'organiser. Je ne crois pas qu'on peut dire aujourd'hui que nous n'avons pas une commission électorale nationale. Elle est là. Mais un fin mandat. Ce bureau fin mandat assume les affaires courantes. C'est des pratiques administratives. Ils assument les affaires courantes. Donc je ne crois pas que nous, peuple congolais, moi-même en tant qu'individu, je ne crois pas que les premiers concernés, les électeurs, c'est-à-dire les députés provinciaux, vont dénier à cette organisation parce qu'elle a un bureau fin mandat d'occuper ses charges quotidiennes. Elle le fait d'ailleurs au quotidien. La CENI, elle est là, elle fonctionne. Alors pour évoquer les arriérés électoraux, quelle solution ou un moratoire envisageable? Bon, il est vrai qu'il serait plus responsable qu'on se penche sur cette question. Parce que constitutionnellement parlant, c'est des élections qui devaient s'organiser depuis 2006, qui ne se sont jamais organisées. C'est vrai que le constituant l'a voulu ainsi. Dans la pratique, c'est vrai on réalise que c'est quelque peu, si pas compliqué. Par moments même, ça apparaît impossible parce que sur le plan du budget, l'installation de toutes ces institutions au niveau de la base, les mairies et consorts, ça va demander un budget. Ils n'ont pas de bureau. Il va falloir trouver les frais de fonctionnement de toutes ces structures décentralisées et déconcentrées. Est-ce que le pays est préparé? Est-ce que le pays a les moyens? C'est peut-être ça qui fait que ces élections, d'une certaine manière, n'ont jamais été organisées comme il se doit. Est-ce qu'il faut un moratoire? Peut-être que oui. Il faudrait que nos élus s'y penchent. Mais il faudrait qu'on évite. Parce qu'on a la mauvaise habitude dans notre pays de faire de prendre des postures de responsables dans l'irresponsabilité. On a un moratoire, par exemple, sur la nationalité ça a été décidé à l'Assemblée nationale, qui court depuis des années, et on se retrouve par moments à plusieurs reprises où vous avez un élu, un mandataire public. Lorsque vous fouinez, vous regardez bien, il n'est pas congolais, il n'a pas la nationalité congolaise, il a déjà pris une autre nationalité, mais il exerce des fonctions de congolais. Et notre loi, elle est exclusive. Et on ne joue pas avec la loi, on ne badine pas avec la loi. Donc vous souhaiterez quoi donc? Non, je souligne la difficulté. On est dans une irrégularité
criante de non-organisation de tous ces arriérés, des élections locales. Et je souligne ce fait qui n'est pas responsable pour les gestionnaires de la chose publique. Je dis qu'il faut s'y pencher. Et si c'est un moratoire, il faut qu'il soit bien ficelé. Taillé sur mesure. Pas sur mesure, de la façon la plus responsable possible. C'est-à-dire un moratoire qui va nous amener à une solution. Un moratoire qui va donner une mission à l'exécutif de résoudre toutes les difficultés identifiées qui n'ont jamais permis à ce que les élections locales s'organisent, de manière à ce qu'à une date connue, ces élections s'organisent. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé a donné le temps pour les financements des élections, inscrivant dans les... il propose qu'il soient inscrits les prévisions financières annuelles et que les élections soient inscrites dans les budgets. Comment réagissez-vous? Une très bonne information, je crois que c'est très encourageant et ça tord le cou à toutes ces personnes qui pensaient que le chef de l'État avait l'intention d'organiser un glissement, que l'UDPS n'était pas pour les élections, qu'il n'y aura pas des élections à la fin du mandat, c'est-à-dire en 2023. Je crois que c'est une prévision extrêmement responsable et salutaire, bonne, non seulement pour le Congo, mais pour la démocratie au Congo. Pensez-vous que cette idée est tenable? Oui, parce qu'elle est responsable. À partir du moment où elle est responsable et qu'on en a la volonté politique, lorsque vous avez la volonté politique de faire quelque chose et que vous avez la posture d'agir, vous avez ce leadership en tant que Premier ministre, parce que c'est lui qui l'a dit, je ne vois pas. Au regard de la gestion de finances de notre pays. Oui, maintenant ça amène quoi? Ça amène à beaucoup plus de responsabilités dans la gestion des finances publiques, ça amène à serrer la ceinture, ça amène à réduire les dépenses budgétaires de certaines institutions. Nous avons des bonnes nouvelles par rapport à certaines régies financières qui font un peu plus d'entrées, par exemple au courant de cette année, du début de cette année. Je crois que c'est des bonnes nouvelles. Nous avons certains minéraux dont nous sommes producteurs qui ont une bonne cote pour le moment, et j'espère que ça va durer un certain temps pour permettre au Trésor public de faire ces économies qui serviront non seulement au social, mais aussi à cette exigence constitutionnelle. Comment l'UDPS se prépare pour les élections de 2023? Comme tout parti politique, je crois qu'au-delà de tous les autres partis politiques, nous avons une plus grande responsabilité parce que nous sommes le parti politique du président de la République. Nous avons aujourd'hui ce pouvoir-là de la gestion de la République, donc nous avons la charge de se maintenir au pouvoir. Et il est plus difficile de conquérir le pouvoir que de se maintenir au pouvoir, donc nous avons cette responsabilité d'accueillir ces élections-là avec un esprit de gagnant et de vainqueur. Nous, au niveau de l'UDPS, au mois d'août de l'année passée, nous avons tenu des assises, 3 journées sur la thématique électorale où nous avons réfléchi sur toutes ces questions. Nous avons lancé le slogan CAP 2023 pour un deuxième mandat au président Félix Tshisekedi. Nous avons identifié non seulement l'environnement électoral, mais aussi nos faiblesses. Il est pour nous d'abord important que l'UDPS se remette en question et règle toutes ces questions internes de dysfonctionnement et de mettre le parti sur les bonnes rails de fonctionnement tels que le veut les statuts du parti, la loi sur les partis politiques et même la Constitution de la République. Tout ça, quand vous voyez un parti qui s'alerte déjà des années à l'avance, c'est-à-dire qu'on se prépare et qu'on travaille sur tout cela. Alors, le secrétaire général actuel de l'UDPS, Augustin Kabouya, a récemment déclaré que votre parti se battra prochainement pour éviter les arrangements dans la gouvernance faisant
allusion notamment à la coalition FCC-Cash ou encore à l'Union sacrée de la nation. Comment réagissez-vous? Je vous ai dit que nous nous sommes retirés en retraite de 3 jours. Oui. Nous avons, entre autres, dans les grandes recommandations identifiées au cours de ces retraites, non seulement donner un deuxième mandat au président Félix Tshisekedi, qui est notre candidat, mais aussi augmenter la moisson de l'UDPS parti politique au niveau de toutes les assemblées, assemblée nationale, provinciale et toutes les assemblées, et même le Sénat. C'est pour permettre à ce président d'avoir une majorité confortable au niveau de l'Assemblée. Et cela lui permettra de ne pas être fonction des aléas des majorités, des conciliabules. Mais ça n'exclut pas, ça ne veut pas dire que nous estimons qu'on aura toute l'Assemblée nationale. On a parlé tout à l'heure du mode de scrutin. Nous sommes à la proportionnelle. Et nous sommes conscients que la proportionnelle a ses principes. Et les résultats de ces principes font qu'il est impossible pour un parti politique de faire une majorité. Donc, nécessairement, nous allons composer, mais nous voulons composer dans une posture plus confortable qui mettra le président Félix Tshisekedi dans des meilleures conditions au courant de son mandat de 2023 à 2028, qui nous permettra cette fois-là de donner au Premier ministre la responsabilité d'exécuter le programme de gouvernement de l'UDPS sur lequel nous avons travaillé depuis des années. Et comment se porte la coalition UDPS et INC? Donc le CACH, très bien. Très bien. Extrêmement bien. Et l'accord existe toujours? Non, c'est un accord électoral que nous avons signé à Nairobi avant les élections de 2018. Mais vous constaterez qu'avec et autour du président Félix Tshisekedi, nos frères et amis de l'Union sacrée avec qui nous étions dans le CACH sont toujours présents. Mais par rapport, nous sommes ensemble. Vous êtes ensemble. Tout à l'heure, vous avez évoqué que vous y travaillez pour qu'en 2023, que le chef de l'État actuel remporte les élections. Donc, il sera candidat. C'est ce que vous voulez dire? Exactement. Alors que dans l'accord, c'était autre chose. Non, c'est un accord électoral de 2018. Il faut bien le lire. Il faut bien le lire. Il y a plusieurs points dans cet accord-là. Il y avait la primature. Nous devions avoir dans CACH la primature 2018. Nous ne l'avons pas eu. Maintenant, c'est un accord qui a été signé entre deux partis politiques, entre deux personnalités. Le président Félix Tshisekedi et le président Vital Kamerhe. Je crois que c'est un débat militantiste qui n'est pas nécessaire de faire. Mais je n'interdis pas aux militants de part et d'autre de le faire. Mais au niveau des responsables politiques, je ne vois pas la nécessité de ce débat. Ce qui pour moi est le plus important, c'est qu'avec les amis de l'UNC, nous sommes ensemble. Et cela est visible au niveau du cabinet du président de la République, au niveau du gouvernement que le président de la République vient de mettre en place, et dans tout ce que nous faisons ensemble. Doit-on dire dans certains points que l'accord n'existe plus entre vous? C'est un accord électoral de 2018. Ça devrait s'arrêter en 2018 ou Non, mais vous voyez que nous sommes toujours ensemble. Maintenant, attendons voir. Attendons voir. Nous sommes tout ce que nous sommes en train de dire, c'est des prévisions. Nous sommes en train de projeter l'avenir. Il viendra le moment où le président de la République, à qui la Constitution reconnaît la possibilité de se représenter aux prochaines élections, viendra le moment où ce président-là, en tant que personne, appellera autour de lui les siens pour discuter de toute cette question. Donc vous estimez que ce n'est pas le moment d'en parler. Et lorsqu'il appellera les siens, sachez que parmi les premières personnes avec qui le président Félix Tshisekedi discutera de cette question, l'UNC sera présente. Elle aura à dire et elle discutera de cette question-là et nous en sortirons sur une résolution. Maintenant,
La politique, c'est les faits réels, c'est le réalisme, c'est le temps présent, c'est ce qui se présente devant nous. Je crois que tous ensemble, lorsqu'on va se retrouver tous autour du président Félix Tshisekedi et que nous parlerons des élections 2023 avec tout ce qu'il y aura comme enjeu, ça c'est moi qui parle, je ne vois pas quelle autre candidature passera devant celle du président Félix, à qui la Constitution reconnaît le droit et la possibilité de se représenter. Alors ça sera ma dernière question. L'Union européenne insiste sur la tenue des élections en République démocratique du Congo dans les délais, mais des élections transparentes et libres, alors que nous sommes à 2 ans de la tenue effective de ces élections. Pensez-vous que l'Union européenne y voit du noir ou comment? Sincèrement, je dois vous dire, moi je n'ai pas besoin, sur cette question-là. J'aime collaborer avec tout le monde, mais sur cette question-là, moi je n'ai pas besoin de l'Union européenne. Moi-même, en tant que Congolais, en tant qu'acteur politique, moi-même, j'insiste et je travaille pour la tenue des élections. Dans les délais, moi-même, personnellement, j'insiste et je travaille pour l'organisation d'élections les plus libres et les plus transparentes, les plus démocratiques que notre pays ait connues durant toute son histoire. Il ne faut pas oublier que ces élections seront organisées avec l'UDPS à la tête du pays. Nous, l'UDPS. Et moi, personnellement... En tant que président de la CEP? Non, non. Ou en tant qu'individu? Non, à la tête du pays. Ce n'est pas nous qui allons organiser les élections, c'est la CENI qui organise les élections. Oui. Mais à travers le président Félix Tshisekedi, nous avons le leadership de la République. Mais n'oubliez pas que nous sommes battus corps et âme pour des élections libres, transparentes et démocratiques. Nous avons payé le prix le plus cher possible. Nous-mêmes, dans nos rangs, nos amis, nos camarades de parti, pour que des élections libres, transparentes et démocratiques s'organisent dans ce pays. Nous n'avons pas besoin de l'Union européenne. Je suis tenté de dire, vous pensez que ce n'est pas le moment pour l'Union européenne de parler de ces questions? Non, pas du tout. C'est bien, et c'est très bien qu'ils nous le disent, quand ils ont l'occasion de le dire, qu'ils le répètent à tout le monde. Mais j'ai seulement dit que moi, je les ai déjà devancés sur cette question et j'y travaille. Et j'estime qu'il y va de notre honneur à nous, UDPS, que cela soit fait ainsi, parce que nous sommes UDPS. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin d'Objectif 2023. Un mot pour clôturer? Merci d'abord pour l'invitation. J'aimerais ici ressouligner le fait que toutes ces questions de démocratie, de liberté, qui ont trait au processus électoral sont des questions extrêmement importantes sur lesquelles nous tous, nous ne devons pas lésigner. Que vous soyez membre de l'UDPS ou d'un autre parti politique, vous êtes Congolais, lorsque vous avez en esprit que ce pays, depuis son indépendance, depuis les pères fondateurs, la démocratie a été un rêve. Lorsque vous réalisez que nous sommes dans ce processus, avec des essais-erreurs, et que nous ne sommes pas encore arrivés, parce que le débat sur les réformes le prouve. Ne lésinons pas sur notre temps et sur nos efforts à mettre sur cette question. Nous devons donner à ce pays effectivement ces valeurs-là et ces principes-là que sont la démocratie, la liberté. Nous devons léguer à nos enfants un pays où la liberté est une réalité, où la démocratie est une réalité. Et c'est le travail que nous faisons. Maître Jacquemain Chabani, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Objectif 2023 des séjours est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement avec ces mêmes plaisirs. Au revoir.